La délivrance, elle n'est pas simplement comme on va la voir, Jérusalem, le troisième temple, etc. C'est également la délivrance qu'on fait avec nous-mêmes. Ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche d'être heureux, ce qui nous empêche d'être positif. Il y a tellement de choses qu'on s'interdit ou on ne fait pas pour X ou Y raison qui nous bloquent. Et ce blocage-là, malheureusement, il gâche la vie des gens. Shmoulik, bonjour. Bonjour. Tu viens de Sarcelles. Tu as passé quelques temps à Brooklyn. Aujourd'hui, tu vis à Jérusalem ou tout proche. Qu'est-ce qui relie ces trois villes pour toi? La présence juive, on va dire. À Sarcelles, grosse communauté. Brooklyn, centre mondial des Lubavitch. Et Jérusalem, capitale éternelle d'Israël. Tu as fait ton Aliyah il y a à peu près 20 ans, 1999. Oui. Tu pensais à ce projet depuis longtemps? Non, je ne pensais pas du tout à ce projet-là, au prime abord. J'avais quitté Sarcelles pour d'autres horizons, parce que je me sentais un petit peu à l'étroit, on va dire philosophiquement parlant. Donc j'avais envie de découvrir autre chose et j'étais naturellement attiré par les États-Unis. Je connaissais Israël, mais les vacances, quoi. Tel Aviv, une journée à Jérusalem, et puis voilà. Et en revenant, après avoir passé quelques mois aux États-Unis, en revenant en France, mes parents m'annoncent qu'ils ont décidé de faire l'Aliyah. C'était un choc pour toi? C'était inattendu complètement? Moi, c'était inattendu. Je ne m'attendais pas. Je pense que le fait qu'ils se sont retrouvés plus ou moins seuls pendant quelques mois alors que j'étais pas là, ça leur a fait réfléchir à de nouveaux horizons pour eux. Et donc, quand ils m'ont proposé de les suivre, je me suis renseigné avec les gens qui s'occupaient de notre Aliyah si j'avais un avenir ici. Un avenir quoi? Professionnel? Professionnel. Et il se trouve qu'il y avait du potentiel, et j'ai décidé de les suivre. Alors, tu faisais quoi à l'époque? Parce que tu as fait plein de choses, hein. On te connaît. À l'époque, j'étais... Sur une casquette de rappeur, sur une casquette de musicien. Je faisais un peu déjà tout ça. J'étais dans les prémices. Je sortais d'une école de communication visuelle. J'avais fait un peu de rap pour la communauté, pour les gens de mon quartier. Donc j'avais ces deux passions qui m'habitaient, on va dire. On m'avait clairement fait comprendre qu'ici, tout ce qui était graphisme, communication visuelle, etc., il y avait un avenir. C'était au tout début, Internet venait de se monter. Et donc j'ai décidé de y aller, parce qu'en France, je trouvais pas il n'y avait pas de porte qui s'ouvrait. À Brooklyn non plus? Non, à Brooklyn, si. J'ai quitté New York pas parce que au niveau du travail, c'était pas ça. J'ai quitté parce que il y a une espèce de grande solitude à New York. Les gens sont très seuls. Et moi, à un moment donné, j'avais besoin de retrouver ma famille, mes amis. Et il y a une mentalité qui est très différente là-bas. Ça t'a pas convenu? Non, ça m'a pas convenu dans un second temps. Il y avait des choses qui m'allaient, mais tout ce qui était relations humaines, etc., c'était très superficiel. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime la profondeur, donc je me suis pas forcément épanoui à ce niveau-là. Et pourtant, toi qui aimais le hip-hop, tu étais dans ton élément. Tu peux pas faire mais mieux. Curieusement, c'est les plus incultes en hip-hop à Brooklyn. Quand j'étais là-bas et que je parlais avec les mecs là-bas et que je leur citais des noms de groupes qui étaient censés venir de leur quartier, ils savaient même pas de qui je leur parlais. Donc il y avait une espèce de paradoxe. Les gens sont assez peu cultivés en fait quelque part. Il y a quelque chose il y a un gap, je sais pas, c'est un mystère. Et ici, justement, il y a eu un regroupement des saveurs européennes, des saveurs américaines, de l'Orient aussi, évidemment. Et tout ça m'a nourri. Voilà, c'était vraiment parfait pour moi, quoi. Tu es venu pour des opportunités professionnelles, parce qu'on t'a dit que oui, tu trouverais du travail, et puis tu as trouvé autre chose. Parce que tu n'étais pas toujours religieux comme on te voit avec une barbe, ça n'a pas toujours été comme ça. Ouais, effectivement. Le fait d'être en Israël, déjà, c'est propice à ce que le terrain spirituel se fructifie. J'ai été, dans un premier temps, bercé par le rabbi et son enseignement quand j'étais en France, déjà. Il y avait une première approche qui s'est faite. Ma famille est devenue Lubavitch à ce moment-là. Toi, tu avais quoi, 16 ans? J'avais 16-17 ans et j'avais encore le choix de prendre le chemin que je voulais dans la vie. Ils m'ont laissé choisir et puis j'ai fait, effectivement, après avoir rencontré mon épouse et m'être marié, de me lancer concrètement pour devenir un chassid du rabbi. Baruch Hashem, le fait d'être devenu chassid du rabbi m'a permis de pouvoir
vivre une vie spirituelle et religieuse, mais en même temps être dans la culture populaire, et de mixer les deux. Et c'est ça que le rabbi faisait en fait. Le rabbi prenait les choses de ce monde-là et il les transformait, il y injectait de la Elokout, de la divinité. Alors tu parles pourquoi? Pour ta musique, pour ton rap, où tu as mêlé hip-hop et chassidoute, pour ton art graphique, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça a fait les deux, puisque oui, musique, j'ai mêlé chassidoute et hip-hop, puisque le hip-hop est une musique de révolutionnaire. Et la chassidoute, c'est révolutionnaire. C'était ma team, ça allait ensemble. L'art graphique, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment de goût qui était bien diffusé au niveau de la mise en place visuelle. Il y avait encore du travail à faire. Il y avait tout à faire. Il y avait tout à faire. Ça a changé aujourd'hui? La direction artistique, elle était au minimum. Et au travers, j'ai beaucoup travaillé pour des associations, pour des organismes, pour les entreprises, pour leur faire leur logo, pour leur faire leur image, et aider pas mal de gens à se lancer, en fait. C'est ce que tu fais aujourd'hui au quotidien? Toujours, je suis passionné de branding, passionné d'image de marque, en fait. Comment la marque est véhiculée, qu'est-ce qu'elle dégage au travers son image, au travers sa philosophie, etc. Donc, ouais, c'est des choses qui sont aujourd'hui bien ancrées et avec lesquelles j'aime continuer à travailler. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que, ok, c'est 23 ans, c'est quand même un âge où les choses sont pas toujours simples. Ça a coulé de source que tu ne parles pas super bien l'hébreu. Tu n'étais pas à l'époque non plus très hébraïsant. Tu as pu te débrouiller avec ton anglais? Ouais, complètement. C'est comme ça que tu as fonctionné? Ouais. J'ai en fait, l'opportunité que j'ai eue, c'est de travailler dans des sociétés high-tech à l'époque, où ça parlait qu'anglais. Mon hébreu, à la limite, n'était pas nécessaire. Et comme j'ai travaillé directement, j'ai pas eu la chance de faire un ulpan en arrivant. Tu as regretté ça, de pas avoir fait l'ulpan? Ouais. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que ça m'aurait permis de comprendre plus rapidement les courriers que je reçois, par exemple. T'as encore du mal aujourd'hui? Je les calcule pas vraiment, en fait. Pas génial. Je me fais aider ou non, mais j'ai pas forcément à m'inquiéter de quoi que ce soit. Donc, mais c'est vrai que ça aurait été plus intéressant pour moi d'avoir des nuances d'hébreu plus précises. Mais ça m'a pas forcément desservi. Au contraire, moi, je trouve que ça m'a permis d'être un petit peu à part, d'avoir quelque chose d'autre à apporter avec les gens avec qui je travaillais. Généralement, même on préférait venir vers moi qui avait ce côté un peu Frenchy plus que quelqu'un qui était déjà très en place, bilingue, machin. C'était un plus justement dans cet univers que tu fréquentais à Jérusalem, notamment d'être Frenchy, cette fameuse French touch dont tout le monde parle. Ouais, tout à fait. Surtout parce que je n'ai travaillé quasiment qu'avec des Américains. Enfin, des Américains israéliens, mais Américains, ils aiment ça. Rien que quand tu leur parles déjà en anglais avec un accent français, ils trouvent ça charmant et tout. J'en ai profité, quoi. Alors ça, c'est le côté, on va dire, voilà, le côté sympa des choses. Bon, on raconte toujours ce qui va bien en général. Est-ce que tu as eu quand même des moments de difficulté? Est-ce que tu as traversé des périodes? Parce que 20 ans, c'est long quand même, périodes compliquées. Ah ouais, bien sûr. Comme tout le monde. Des périodes compliquées dans le travail. À un moment donné, c'était un petit peu difficile parce que je m'étais lancé à mon compte. Et j'avais ouvert un studio graphique et que j'ai tenu pendant 10 ans. Et les dernières années ont été difficiles pour X ou Y raison. Des fois, on perd un client, on peut pas le rattraper avec ce qu'on a, etc. Et on se retrouve un petit peu à devoir faire autre chose, tenter d'autres choses. Donc des challenges. Mais en fait, tout ça n'a été que pour me permettre de grandir et d'avancer et de faire des choses dont je supposais ne pas être capable. Tout ça, n'a été que du bien, au Hachem. C'est un révélateur, Israël? Ah ouais, je pense. Ah oui, il y a beaucoup qui se sont révélés en venant ici. Toi aussi? Ah, complètement. À quel niveau? À tout. Je pense que quand j'étais, même à Sarcelles et tout, quand j'étais jeune, alors peut-être que je savais pas bien m'exprimer, je savais pas exprimer mon art. Mais ici, il y a un côté un peu, voilà, un peu, ça sonne un peu comme l'Amérique, dans le côté chacun a sa chance d'agir, de faire. En arrivant ici, il y avait un terrain qui était libre. Je suis arrivé au bon moment, en fait, je pense. Donc tu t'es développé au niveau de ton travail, mais avec des difficultés comme tout le monde, mais tu les as surmontées. Ouais. Alors tu les as surmontées comment? En te diversifiant? C'est toujours intéressant pour ceux qui regardent et qui aussi sont parfois dans des phases peut-être difficiles. Alors je me suis diversifié, mais tout en restant dans mon domaine à chaque fois. Au début, j'ai été dessinateur de logos, et après j'ai été designer de website, et puis après par la suite designer de packaging, et puis designer d'affiches,
J'ai été, et puis aujourd'hui, dans le domaine digital, l'animation, les NFT, etc. Je cours après l'innovation, j'adore ça. Tu restes collé aux nouvelles technologies. Toujours. Naturellement, je veux dire, parce que je suis curieux. J'aime essayer les nouvelles manières de procéder. C'est important d'être curieux pour réussir ici. C'est important d'être curieux tout court. Parce que c'est ce qui permet de trouver ce qu'on nous a pas demandé de chercher. Voilà. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais disons que la curiosité va ouvrir la porte de l'imprévu qui va te permettre d'évoluer dans le bon sens. Alors tu nous as beaucoup parlé de ce que tu fais, mais la musique a toujours été présente dans ta vie. Tu as connu les scènes ouvertes à Jérusalem, tu as rappé avec des Israéliens, tu continues de le faire? Alors je l'ai beaucoup fait, ouais, au début des années 2000 en fait. Enfin, entre 2000 et 2005, 2006, ma femme, elle me pousse à reprendre le rap, parce que j'en faisais en France, mais j'avais décidé de faire autre chose, j'avais décidé de me lancer plutôt dans mon métier. Je reprends à écrire, je commence à enregistrer mes premières démos, je vais à droite à gauche là où je peux rencontrer d'autres rappeurs, d'autres MC, israéliens, américains. Et c'est très intéressant parce que même là-bas, j'échange avec eux, je leur fais des pochettes de disques, on se retrouve en studio. Il y a un côté où j'apprends, où je découvre une nouvelle école. Et c'était passionnant parce que j'avais l'impression de revivre l'émergence du hip-hop dans les années 80 en France. Mais ici, à 2 pas d'ici. Et puis après, je sors Les Enfants d'Israël. Là, ça, c'était un texte que tu as écrit, je crois, en une nuit. Ouais, à la suite d'un trip chez les soldats lors de la guerre, où on a vécu un truc pas facile. Il y avait eu une attaque à ce moment-là et il y avait eu pas mal de soldats qui étaient partis. Et nous, donc, on est revenus sains et saufs. On était à Kiryat Shmona. Il y avait eu des roquettes qui étaient tombées dans une forêt où il y avait des soldats qui étaient là-bas postés. Nous, on était à 300 mètres, 400 mètres. Vous étiez venus les visiter? On était venus mettre les tefilines aux soldats avec un groupe de Chabad. Et bon, voilà. Et en revenant, j'ai écrit ce texte et j'ai tout de suite enregistré. Et j'ai travaillé le clip. Je voulais sortir une œuvre, en fait, audiovisuelle. Et suite aux Enfants d'Israël, naturellement, j'ai fait d'autres morceaux, j'ai fait des scènes, j'ai fait des choses. Et voilà, les morceaux que les gens connaissent et tout. Donc, génial, parce que je pouvais allier justement le côté révolutionnaire du rap et pouvoir aussi parler de ce qui se passe ici. C'est important pour toi, hein, de raconter ce qui se passe ici, en musique? Ça l'a été. Aujourd'hui, je vais être un peu plus abstrait, je vais recentrer les choses plus sur le combat qu'on mène contre soi-même, la délivrance qu'on doit faire avec nous-mêmes. C'est plus les sujets qui me parlent aujourd'hui. Le fait de se libérer des chaînes invisibles qui emprisonnent chacun de nous. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et c'est en ça que je suis un fervent passionné de Géoula, de délivrance, parce que la délivrance, elle n'est pas simplement comme on va la voir, Jérusalem, le 3e temple, etc. C'est également la délivrance qu'on fait avec nous-mêmes. Ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche d'être heureux, ce qui nous empêche d'être positif. Il y a tellement de choses qu'on s'interdit, on ne fait pas pour X ou Y raison qui nous bloquent. Et ce blocage-là, malheureusement, il gâche la vie des gens. C'est pour ça que tu t'es remis à la musique, parce que tu as aussi envie d'aider les autres? J'ai toujours eu dans ce domaine-là? Ouais, c'est quelque chose qui me... C'est vraiment la direction que je vais prendre aujourd'hui et dans les prochains morceaux que je vais faire. C'est de parler de cette délivrance qu'on peut avoir avec soi-même, qui en fait est la possibilité de faire jaillir des secrets, des talents. Tu vois, chacun est un artiste pour moi. Beaucoup se l'interdisent, beaucoup sont bloqués, pour X ou Y raison encore une fois, mais le plus grand bienfait que la Torah nous donne, c'est justement de débloquer tout ça. C'est au travers l'étude de la chassidoute et de ce que le rabbi a apporté que j'ai découvert toutes ces clés.
J'ai aujourd'hui, plus que tout, envie de raconter, et en musique en particulier. Aujourd'hui, tu vis à Ramat Beth Shemesh depuis longtemps maintenant. Je crois que tu es arrivé dans cette ville au tout début. Ouais. C'est comment? Aujourd'hui, grand, très cher, et assez religieux, mais en même temps avec beaucoup de gens qui viennent de Hutzlaaretz, des Américains, des Français. Il y a des quartiers, en fait. Et donc, moi, j'aime parce que ça me permet d'être à l'extérieur du mouvement, Tel Aviv, Jérusalem, et en même temps d'être proche, d'avoir un panorama extraordinaire qui est très inspirant, d'avoir une vie plus calme, plus posée. Et donc, pour moi, c'est mieux pour créer. Je préfère. D'être au calme. D'être au calme, de ne pas avoir trop d'influence extérieure. Je gère mieux mon temps de cette manière. Comment tu résumerais ton alia? D'abord, elle est pas finie, hein, mon alia, puisqu'on grandit chaque jour. Dévoilement. C'est, ouais, dévoilement, accomplissement. Personnel. Personnel. Et puis en même temps, je vois le pays s'accomplir aussi, grandir. Les gens arriver, chacun faire des choses, des projets. Qu'est-ce qui t'émeut encore aujourd'hui ici? La gentillesse que les gens peuvent avoir les uns envers les autres. Alors parfois, il y a des trucs qui vont à l'encontre de ce que je viens de dire, mais il y a aussi beaucoup de ça, il y a aussi beaucoup de chesed. Et ce chesed-là, ne serait-ce que d'avoir des jeunes qui vont pendant 3 ans faire l'armée, c'est un coup de chesed de fou. Je veux dire, c'est très dur ce qu'ils font, et ils le font pour ce pays. C'est encore des choses qui peuvent encore m'émouvoir. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Quand on entend les gens se plaindre à juste titre que la vie est devenue très chère, que c'est pas l'Eldorado, il y a beaucoup de gens qui qui donnent pas tellement envie aux autres de l'extérieur, de venir rejoindre le peuple juif ici dans cette aventure extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'il y a un paradoxe avec le côté spirituel, le fait de vivre ici, le côté médinal, gouvernement laïque qui ont des choix qu'on ne comprend pas toujours. Et c'est pas évident de faire le lien entre les deux. C'est là que la clé Emouna doit s'enclencher, en fait, parce que si tout va bien, la Emouna, elle sert pas à grand chose. Dieu, il nous met ici, c'est le pays de la Emouna, donc on est d'une certaine manière confronté à ça. Si, de toute façon, si on n'est pas confronté à une hausse des prix, on est confronté à des missiles. Si on n'est pas confronté à des missiles, on est confronté... Ici, tout marche comme ça. Ça fait 20 ans qu'on est en mode Emouna. 20 ans qu'on craint de ne pas pouvoir forcément rentrer sain et sauf, ou de pouvoir finir en fin de mois, etc. Ça fait partie du système, même si aujourd'hui ça devient un petit peu plus fort, mais parce que c'est dans le monde entier comme ça. Le monde s'écroule. Il faut bien s'en rendre compte quand même que le monde s'écroule. Et je trouve que pour un monde qui s'écroule, on s'en sort plutôt pas mal. Alors c'est pour ça que tu as eu envie finalement d'exprimer tout ce que tu es en train de nous raconter dans la musique, de reprendre encore la production musicale, de reprendre le micro, de rechanter, en plus avec ton fils, je crois. C'est sûrement pour ça, mais c'est aussi pour moi la possibilité de transmettre tout ce que j'ai gardé pour moi pendant pas mal de temps. J'ai beaucoup produit sans sortir. J'ai gardé pour moi pas mal de choses pensant que c'était pas le moment, en me trouvant des raisons pour ne pas aller au bout. Tu brises tes chaînes invisibles alors. Bah c'est ça, exactement. Parce qu'en voyant que tout est si fragile, tout vacille, si c'est pas maintenant, alors quand? Je veux dire, à un moment donné, je me suis dit, mais non, il faut pouvoir sortir ce que tu as fait, et à partir de là, faire d'autres choses encore. La Providence a fait que j'ai commencé à travailler avec mon fils, et j'adore. Ben, j'imagine. Je trouve ça super chouette, parce qu'il s'est mis à composer, à jouer de la guitare, à chanter et à rapper. Et je voulais savoir quel était son état d'esprit, s'il voulait faire ça pour, on va dire, se la raconter, tu vois, pour faire des réseaux sociaux et des likes, ou s'il était dans un trip de passionné.
Et effectivement, il est plus passionné qu'autre chose, donc j'ai décidé de l'assister dans son évolution artistique. Je me suis enfermé tout l'été pour lui produire un mini-album que j'espère sortir cet hiver. Peut-être pour les fêtes? Alors pour les fêtes, on va Sortir un single? On va sortir un single tous ensemble, avec également Snir, qui est mon frère d'armes, avec qui je fais beaucoup de choses en musique depuis des années, qui chante. Ce qui est génial, c'est que c'est en hébreu et en français. Il y aura de l'hébreu et du français, puisque mon fils, lui, intervient en hébreu, il est israélien. Et toi en français. Et moi en français. C'est un peu on va dire l'alliance, le résumé, voilà, de ta culture, sa culture. On peut le voir comme un résumé, on peut le voir comme un point de départ. Moi, je pense que ça va être un point de départ. En tout cas, ça va être une chanson qui sera dédiée au Rabbi, qui est le maître du peuple juif, qui a, dans notre époque, eu l'influence la plus belle, la plus vraie, la plus forte, avec des millions de juifs à travers le monde. Et comme c'est les 120 ans aujourd'hui, cette année du Rabbi, alors on a eu l'opportunité de faire cette chanson et on va, Bezrat Hashem, avec le Rabbi, repartir. Pour où? Il n'y a pas de limite. N'Groul. Mon continent, c'était la vieille Europe, presse, musique vidéo, direct j'ai focus sur New York. Gros Nikes, Kingston, horizon inconnu. Je visite le quartier général des chapeautés barbus.